Ma mère a oublié de garder du dessert pour mon fils au repas de la Toussaint. Elle a dit qu'il ne le méritait pas après la façon dont il s'était comporté. Les enfants de ma sœur en ont eu une deuxième part. J'ai aidé mon fils à mettre son manteau, et nous sommes partis. À 22h13, mon père a envoyé un texto, fait le virement pour l'hypothèque demain. Je n'ai pas discuté. C'est juste que... Je ne sais pas ce qu'il y a de plus bas que d'humilier son propre petit-fils pour prouver quelque chose, mais quoi que ce soit, mes parents y sont peut-être déjà. C'est une chose de faire du favoritisme. Je m'y suis habitué au fil des ans. Voir ma mère s'illuminer quand ma sœur entre, ou entendre mon père appeler les enfants de mon frère son véritable héritage. J'ai toléré les pics subtils, les yeux levés au ciel quand je mentionne quelque chose que Léo fait de bien. La façon dont ils nous frôlent dans le couloir comme si nous étions des visiteurs dans leur musée des petits-enfants en or. Mais ça, c'était délibéré. Ils m'ont toujours traité comme une expérience ratée. J'étais l'aîné, l'enfant calme qui s'est avéré être gênante. Je n'étais pas rebelle, j'ai juste commencé à dire non. J'ai arrêté de leur demander de s'intéresser à des choses qui ne les intéressaient pas. Ils voulaient le contrôle. Je leur ai donné de la distance, et ils ne me l'ont jamais pardonné. La situation a empiré après mon divorce. Je n'ai pas pleuré sur leur canapé ni supplié pour de l'aide. J'ai déménagé, j'ai trouvé un travail qui payait assez, et j'ai acheté ma propre maison. Ils ont détesté cette partie. Détesté de ne pas pouvoir faire planer l'argent au-dessus de ma tête. Mon père a proposé d'intégrer mon hypothèque dans la fiducie familiale. Il a dit que ça simplifierait les choses, mais je savais ce que cela signifiait. Il voulait son nom sur l'acte de propriété. Il voulait le contrôle. J'ai poliment refusé. Depuis lors, il traite mon indépendance financière comme une insulte. Mon frère, Julien, le voit. Il a même dit une fois, tu sais, tu es la seule qu'ils ne peuvent pas manipuler. C'est pour ça qu'ils agissent comme si tu étais invisible. Et il a raison. Il ne fait pas partie du problème, mais il n'intervient pas toujours non plus. La Toussaint a été le coup de grâce. Nous sommes arrivés tôt, Léo et moi, parce que Léo avait aidé à faire la sauce au canneberge et voulait la montrer à ma mère. Elle a souri poliment, l'a à peine regardé, et l'a placé derrière son plat acheté en magasin sur le comptoir. Je n'ai rien dit. Je ne dis jamais rien. Le dîner a été le chaos habituel. Les enfants de ma sœur ont eu le premier choix pour tout. Mon père a ouvert un vin qui, selon lui, était seulement pour les adultes qui savent l'apprécier, mais il a ensuite versé un verre à la fille de 12 ans de ma sœur parce qu'elle est mature pour son âge. Léo a demandé pourquoi il n'y avait pas de purée de pommes de terre cette année. Il n'a pas été impoli, juste curieux, et ma mère a ri en disant, parce que certaines personnes n'ont pas besoin de plus de féculents. C'était dirigé contre lui. Je l'ai senti. Donc, nous avons survécu au dîner. Léo était excité pour le dessert. Il adore le cheesecake à la citrouille de ma mère. Il a même aidé à mettre les assiettes à dessert. Les enfants de ma sœur ont eu leur part en premier, bien sûr. De grosses parts. Ils en étaient déjà à la moitié quand le plat est revenu vers ma mère. Léo se tenait là, attendant, souriant. Elle ne l'a même pas regardé. Elle a juste dit, sans ciller, il n'a pas mérité de dessert après la façon dont il s'est comporté. La pièce est devenue silencieuse pendant une seconde. Un des jumeaux de ma sœur a demandé une deuxième part. Il l'a eu. Léo s'est tourné vers moi et a murmuré, ce n'est pas grave. C'est cette partie qui m'a achevé. J'ai attrapé son manteau, l'ai aidé à le mettre en silence, et je suis sorti. Je n'ai pas dit au revoir. Je ne me suis pas retourné. Rentré à la maison, je lui ai préparé une tasse de chocolat chaud et je l'ai laissé manger les biscuits de secours que nous avions fait la veille. À 22h13, mon téléphone s'est allumé. Un texto de mon père. Fais le virement pour l'hypothèque demain. Ne sois pas en retard. Pas de questions, pas d'explications, comme si la soirée n'avait pas eu lieu. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne de nouveau. Et je suis resté assise là, à penser au nombre de fois où j'avais excusé ce genre de comportement, au nombre de faits que j'avais laissé passer parce que, c'est juste comme ça qu'ils sont. Mais voir mon fils être rejeté comme ça, exprès, sans aucune raison, j'ai senti quelque chose en moi finalement s'apaiser. J'ai transféré l'hypothèque le lendemain matin, mais pas de la manière qu'il attendait et certainement pas à son avantage, car s'il voulait m'exclure,
ils étaient sur le point de découvrir ce que cela signifiait vraiment. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux le jour suivant. Pas un texto, pas un appel pour demander si Léo allait bien. C'était comme si rien ne s'était passé. Mon père a eu son précieux transfert d'hypothèque, et dans son esprit, cela signifiait que tout était réglé. Ma mère a posté des photos de la table du dîner en ligne avec des légendes sur la famille, la gratitude et l'amour. L'amour. Le mot m'a presque fait rire. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de revoir le regard sur le visage de Léo quand elle lui a dit qu'il n'avait pas mérité de dessert. La façon dont il l'a accepté, calme et poli, comme s'il savait déjà que discuter ne changerait rien. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai cessé de leur trouver des excuses. 2 jours plus tard, Léo avait un match de football. Julien est venu, comme toujours, avec son plus jeune. Il est le seul de ma famille qui se montre constamment pour nous, même quand il n'y est pas obligé. Après le match, quand les enfants sont partis en courant pour se poursuivre, il a finalement demandé ce qui s'était passé à la Toussaint. Il a dit que maman avait raconté à tout le monde que Léo s'était mal comporté et qu'elle lui enseignait le respect. Je lui ai demandé s'il croyait ça. Il a juste secoué la tête. Il a dit qu'il avait vu la façon dont elle parlait à Léo auparavant et qu'il ne croyait pas une seconde à sa version. Puis il a dit quelque chose qui m'a prise au dépourvu. « Dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Pas « que s'est-il passé ?» Pas « comment puis-je aider ?» mais « que veux-tu que je fasse ?» On aurait dit qu'il avait déjà décidé de prendre mon parti. Il attendait juste des instructions. Je lui ai dit la vérité. J'en avais fini. Fini les chantages affectifs, les ficelles financières, le simulacre. J'ai dit que je voulais couper les ponts complètement, même si cela signifiait renoncer à la fiducie familiale. Julien n'a même pas scié. Il a dit qu'il comprenait. Il m'a dit que lui et sa femme avaient remarqué depuis des années comment maman et papa se comportaient avec moi et Léo, mais qu'il ne voulait pas s'immiscer. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'immiscer, juste à arrêter de les protéger des conséquences. Cette nuit-là, pendant que je mettais Léo au lit, mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. C'était une photo des enfants de ma sœur souriant avec des fourchettes à la main, brandissant le cheesecake restant comme des trophées. En dessous, elle avait écrit « La prochaine fois, peut-être que Léo méritera une part. » J'ai fixé le message pendant 1 minute entière, essayant de décider si elle essayait d'être cruelle ou si elle pensait vraiment que c'était drôle. Dans tous les cas, ça n'avait pas d'importance. Je ne l'ai pas montré à Léo. J'ai supprimé la photo et bloqué son numéro pour la nuit. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien. Je lui ai dit que je voulais me retirer de tout ce qui était lié à nos parents, le compte de la fiducie, les investissements familiaux, le lien hypothécaire, tout. S'ils voulaient agir comme si je n'avais pas ma place, alors ils allaient découvrir ce que cela signifiait vraiment. Il a accepté sans hésitation. Il a dit qu'il parlerait à l'avocat de la famille et rendrait les choses officielles. Je pouvais entendre le poids dans sa voix. Pas de la pitié, mais de la finalité. En milieu de semaine, mon père a appelé 2 fois. Je n'ai répondu à aucun des 2 appels. Le message vocal qu'il a laissé semblait répété, comme un mélange de déception et de contrôle. Il a dit qu'il avait remarqué un certain mouvement dans les comptes et voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de malentendu. Il n'y avait pas de malentendu. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement lucide. J'ai ouvert mon ordinateur portable ce soir-là et j'ai commencé à tout écrire. Chaque petite chose qu'ils avaient faite pour me rabaisser ou rabaisser Léo. Chaque commentaire désobligeant déguisé en conseil. Chaque fois qu'on m'avait dit que j'étais trop sensible, trop froide, trop ingrate. Je n'écrivais pas ça pour eux. Je l'écrivais pour ne jamais oublier pourquoi je faisais cela. La Toussaint n'était pas seulement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était la preuve dont j'avais besoin. Ils pensaient que j'allais encore avaler ça, prétendre que tout allait bien. Me présenter à Noël en souriant comme toujours. Mais pas cette fois. Cette fois, je n'allais pas être gentille. Environ 1 semaine après la Toussaint, ma mère a envoyé un de ses courriels de groupe classique, objet, projet pour Noël, avec assez de points d'exclamation pour que ça ressemble à une célébration plutôt qu'à une tentative de limiter les dégâts. Elle a tout listé comme si de rien n'était. Qui apportait quoi, à quelle heure le dîner serait servi. Comment elle voulait que tout le monde porte des pulls assortis cette année pour l'unité familiale. Aucune mention de Léo. Aucune mention de ce qu'elle lui avait dit. Aucune reconnaissance du fait que nous étions partis.
Elle a terminé avec des absurdités sur le fait de laisser tomber les tensions passées et de prendre un nouveau départ pour le bien des petits-enfants. C'était sa version des excuses, se présenter comme la pacificatrice tout en balayant sa cruauté sous le tapis. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. 2 jours plus tard, Julien m'a appelé. Il a dit qu'il avait rencontré l'avocat de la famille, comme nous en avions parlé. La fiducie pouvait être divisée. Techniquement difficile, mais pas impossible. Nous aurions chacun le contrôle de nos parts, et une fois la mienne retirée, mes parents perdraient tout droit de regard sur la façon dont je l'utilisais. J'ai dit oui sans réfléchir une seconde. Julien a hésité. Il a dit qu'il voulait que je sache que papa était déjà au courant. Il avait eu vent de la demande par le cabinet. Apparemment, papa a appelé l'avocat personnellement et a essayé de retarder les formalités. Il a dit que j'étais émotive et que ça passerait si elle se calme. Il m'a traité d'émotive. C'était sa défense, comme si tout cela n'était qu'une question d'hormones et de dépit et non plus de 30 ans à être traitée comme une fille de seconde zone. Julien m'a envoyé une copie du courriel. Mon père l'avait mis en copie, mais pas moi. Dedans, il avait écrit les mots « Chloé est instable en ce moment. Veuillez ne pas prendre de mesures irréversibles basées sur une explosion de colère temporaire. » J'ai lu cette phrase 3 fois. Il n'a pas dit que j'étais blessé. Il n'a pas dit que j'avais raison. Il a dit que j'étais instable. Je suis resté avec ça un moment. Plus tard ce soir-là, Julien m'a envoyé un texto pour me demander à nouveau « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» J'ai répondu « Absolument, et ne le fais pas juste pour moi. Fais-le pour que tes enfants ne grandissent pas en pensant que c'est normal. » Il n'a pas répondu pendant quelques minutes. Puis j'ai reçu « Nous n'irons pas à Noël non plus. » C'est là que les choses ont commencé à changer. Je n'étais plus seulement la fille difficile. J'étais celle qui avait finalement rompu le charme. Mais bien sûr, mes parents n'ont pas lâché l'affaire. Ma mère a essayé d'appeler 3 fois en un jour. Je les ai tous ignorés. Elle a finalement envoyé un texto qui disait « Je ne sais pas quel genre de mensonge Julien te raconte, mais tu le laisses détruire cette famille. » Mensonge. Détruire. Classique. Aucune admission, aucune responsabilité, juste une tentative désespérée de contrôler le récit. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai juste transféré à Julien, qui a répondu avec une seule ligne, elle a peur. Elle devrait l'être. Ma sœur m'a ensuite envoyé un message. Elle a dit que maman agissait bizarrement et n'arrêtait pas de pleurer dans la cuisine, et que papa faisait les 100 pas comme s'il se préparait pour une bataille. Elle a demandé ce qui se passait vraiment et a dit qu'elle espérait que nous ne surréagissions pas à propos de cette histoire de dessert. Je lui ai posé une question, as-tu vu ce que maman a fait à Léo à la Toussaint? Elle n'a pas répondu. As-tu vu le regard sur son visage? As-tu seulement demandé pourquoi nous sommes partis plus tôt? Toujours rien. J'ai laissé planer le silence. Elle ne m'a pas recontacté depuis. Quelques nuits plus tard, juste après le dîner, quelqu'un a frappé à la porte. Il faisait presque nuit. Léo finissait ses devoirs à table. J'ai regardé par le Judas. C'était mon père. Je n'ai pas ouvert. Il a frappé à nouveau, plus fort cette fois. Je suis resté là à le regarder se balancer d'un pied sur l'autre, frustré, pas habitué à être ignoré. Léo a demandé qui c'était. J'ai dit, personne d'important. Et je le pensais. Pour la première fois de ma vie, je ne le disais pas juste par colère. Je n'essayais pas de me convaincre. J'avais finalement cessé d'avoir besoin de quoi que ce soit de leur part. Et ça les terrifiait plus que toute autre chose n'aurait pu le faire. Au moment où la semaine de Noël est arrivée, j'avais supposé qu'ils abandonneraient. Ils avaient essayé la culpabilité, le contrôle, le silence, même l'humiliation publique. Je pensais que peut-être, quand rien de tout cela n'aurait fonctionné, ils laisseraient enfin tomber. Ils ne l'ont pas fait. Le matin du 21 décembre, on a frappé à ma porte. Un courrier recommandé. C'était une enveloppe épaisse avec le nom de mon père sur l'adresse de l'expéditeur, non pas manuscrite, mais imprimée. À l'intérieur se trouvait une copie d'une lettre de leur comptable, agrafée à une note tapée à la machine de mon père. La lettre portait sur la division de ma fiducie et les graves complications fiscales pouvant découler de décisions motivées par l'émotion. Nous déconseillons vivement les actions soudaines qui pourraient affecter les biens familiaux et la valeur nette à long terme.
J'ai lu le tout dans ma cuisine pendant que Léo était assis à table en train de coller des morceaux de feutrine pour un projet scolaire. Je n'ai rien dit. J'ai juste plié la lettre, les remises dans l'enveloppe et les jeté à la poubelle. Il pensait encore que je bluffais, que s'il faisait traîner les choses assez longtemps, s'il ajoutait juste la bonne dose de pression financière, je céderais. Mais il poussait trop fort, et pire, il me sous-estimait. J'ai envoyé une photo de la lettre à Julien. Il a appelé 5 minutes plus tard. Il n'a pas pris la peine de bavarder. Il a juste dit, « Eh, alors il y a quelque chose que tu dois voir. » Il m'a envoyé par courriel le scan d'un document que je n'avais jamais vu auparavant, un vieil amendement à l'accord de la maison au bord du lac d'Annecy. C'était la propriété qu'ils avaient rénovée en une grande résidence secondaire. Apparemment, il y a 10 ans, quand je les avais aidés avec une partie de la compte, ils m'avaient ajouté comme co-signataire partiel. Temporairement, avait-il dit, mais personne n'a jamais retiré mon nom, et ils ont oublié. Julien avait vu les documents en s'occupant de son propre refinancement. Et c'est là que ça l'a frappé. Si j'étais toujours sur l'acte de propriété, il ne pouvait rien faire de majeur avec la maison du lac, la vendre, la louer, en transférer la propriété, sans mon consentement écrit. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, ils essaient de la louer à une entreprise cet été. Beaucoup d'argent, genre 10 000 € par mois. C'est déjà en discussion. Je suis restée silencieuse. Pas parce que j'étais surprise qu'ils essaient d'en tirer profit, mais parce qu'ils n'avaient jamais dit un mot. Aucune mention, aucun avertissement de courtoisie, pas même une fausse offre de me donner une part. Il a demandé, « Tu veux bloquer ça ?» J'ai dit, « Absolument. » Il m'a envoyé les coordonnées de la société de gestion immobilière, et je leur ai envoyé par courriel une déclaration de propriété partielle et une copie de l'acte original. Je leur ai fait savoir que je n'autorisais pas l'usage commercial et que je ne signerais aucun accord. 2 jours plus tard, ma mère a appelé 6 fois de suite. Je n'ai pas décroché. Puis elle a laissé un message vocal. Il a commencé calmement. Puis il ne l'est plus resté. Elle a dit que je sabotais les objectifs financiers de la famille. Que Léo devait apprendre sa place. Que si je continuais à pousser, je le regretterais. Puis elle a dit la partie qui a confirmé tout ce que j'avais besoin d'entendre, « Vous avez de la chance qu'on n'ait pas dit pire. » Il était déplacé. Et vous deux, vous devez apprendre un peu d'humilité. Elle l'a admis. Enfin. Elle n'était pas désolée. Elle se sentait justifiée. J'ai transféré le message vocal à Julien. Sans commentaire. Juste envoyé. 1 heure plus tard, il a texté, « C'est fini. » Officiellement. Et puis, quelque chose que je n'avais pas prévu est arrivé. Le lendemain soir, Julien et sa femme sont venus avec tous les cadeaux de Noël que nos parents avaient déposés pour leurs enfants, encore emballés. Ils les ont posés sur le sol de mon salon. Julien a dit, « S'ils vont traiter ton gamin comme un étranger, ils n'ont pas le droit de gâter les miens. » Nous les avons ouverts ensemble. Ma nièce et mon neveu ont joué avec Léo comme si de rien n'était. Ils ont ri, partagé, joué à tour de rôle. Pas de tension, pas d'explication gênante. Léo a pris une boîte étiquetée, « À notre petit-fils parfait », et m'a regardé. J'ai hoché la tête. Vas-y, à l'intérieur se trouvait un drone télécommandé, tout neuf, haut de gamme. Il a levé les yeux vers Julien, surpris. Julien a juste souri et a dit, « Je suppose qu'il a trouvé le bon gamin après tout. » Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Julien m'a dit autre chose. Il a dit que papa l'avait appelé, en colère, froid et paranoïaque. Il lui a demandé si j'étais mentalement stable. Il a demandé si Julien pensait que j'avais besoin d'une intervention. Julien lui a dit que non, que j'étais la personne la plus stable de la famille. Puis il lui a dit de ne plus appeler. Je suis resté là dans ma cuisine, les bras croisés, à regarder la neige commencer à tomber dehors. Je me sentais calme, sereine pour la première fois depuis des années. Mais je savais que ça ne durerait pas. Il n'était pas habitué à perdre. Et je pouvais le sentir. Quelque chose de plus gros se préparait. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ça arrive le jour de l'anniversaire de mon frère. L'anniversaire de Julien tombait le 7 janvier, et pendant des années, c'était le seul rassemblement familial qui ait jamais semblé un tant soit peu authentique. Pas de jeu, pas de discours, pas de commentaires en aparté sur qui avait apporté quoi ou quel enfant était le plus poli. Juste de la pizza, du gâteau,
et des gens qui se détendaient en jogging au lieu de faire semblant d'être sur une carte de Noël. Cette année, Julien a dit qu'il ne faisait rien. Pas de dîner, pas de rassemblement. Il a dit qu'il voulait juste que les choses restent calmes. Je lui ai dit que nous passerions avec des cupcakes, rien de grand. Il a dit que ça semblait parfait. Mais nos parents avaient d'autres plans. À 17h41 ce jour-là, alors que Léo et moi étions à mi-chemin de la maison de Julien avec un plateau de cupcakes au confetti, j'ai reçu une notification sur mon téléphone, une nouvelle publication sur Facebook de ma mère. C'était une photo de la maison au bord du lac d'Annecy, entièrement décorée, des guirlandes lumineuses, une grande bannière, joyeux anniversaire, et 2 longues tables couvertes de nourriture. La légende disait, fête surprise pour notre fils incroyable. On ne pouvait pas laisser passer la journée sans célébrer l'homme qui maintient notre famille unie. Elle a identifié Julien. Elle a identifié sa femme. Elle a identifié leurs 3 enfants. Elle ne m'a pas identifié. J'ai appelé Julien. Il a décroché à la première sonnerie et a dit « C'est quoi ce bordel ?» Il ne lui avait rien dit. Il n'avait rien dit à sa femme. Il ne lui avait même pas demandé s'il le voulait. Ils ont juste organisé une fête et l'ont annoncé en ligne, en supposant qu'ils pouvaient encore nous forcer tous dans le même espace et jouer à faire semblant. Quand nous sommes arrivés chez lui, il était furieux. Son téléphone explosait de messages d'amis de la famille qui avaient déjà répondu présent ou demandaient à quelle heure arriver. Sa femme essayait de garder son calme pour les enfants qui venaient de réaliser qu'il y avait une fête et qu'ils n'avaient pas été invités par leurs propres grands-parents, juste déclarés publiquement comme invités. Julien a fait les 100 pas un moment, puis m'a regardé et a dit « Allons-y », j'ai demandé « Où ça ?» Il a dit « À la fête. On ne va pas la gâcher. On va se la réapproprier. » Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse vraiment. Mais 20 minutes plus tard, nous nous sommes garés dans l'allée de la maison du lac. Léo est resté dans la voiture avec ses cousins, à regarder un film. Julien leur a dit que nous reviendrions tout de suite. L'endroit était bondé. Des voitures bordaient l'allée. La musique était douce et sans risque, quelque chose d'une liste de lecture que ma mère avait probablement intitulée « Événement familial ». J'ai reconnu quelques parents éloignés, quelques voisins, et une des amies du club de vin de ma mère près de la terrasse. Ma mère nous a vus la première. Son visage a eu cette étrange lueur, choc, puis joie, puis inquiétude. Elle a ouvert la bouche, probablement pour dire quelque chose de trop mielleux et faux, mais Julien l'a devancé. « Pourquoi as-tu posté une fausse fête en ligne en faisant croire que c'est moi qui l'avais organisée ?» Elle a cligné des yeux, puis a regardé par-dessus son épaule vers moi. « Nous voulions te faire une surprise. » Il s'est avancé. « Tu n'as pas le droit de m'utiliser pour mettre en scène une sorte de tournée de rédemption familiale juste parce que tu as tout gâché avec Chloé et Léo. Ce n'est plus comme ça que ça marche. » Mon père est apparu derrière elle, silencieux, le regard fixe. Julien s'est tourné vers la foule, assez fort pour attirer l'attention. « Ce n'était pas mon idée. Et si certains d'entre vous sont venus ici en pensant que c'était un véritable événement familial, vous avez été trompés. » Les gens semblaient confus. Quelques-uns ont murmuré. Quelqu'un a gloussé comme si c'était une blague. Ma mère a essayé de parler plus fort que lui. Nous voulions juste. Vous vouliez une séance photo, a-t-il dit. Vous vouliez un bouton de réinitialisation. Mais cette famille n'est plus entière. Et si vous continuez à faire semblant, vous allez finir seul à des tables que vous avez dressées pour des gens qui ont arrêté de venir il y a des années. Nous sommes partis. Nous avons juste fait demi-tour et sommes retournés à la voiture. Sur le chemin du retour, Léo a demandé si la fête était bizarre. J'ai dit, oui, c'était bizarre, mais nous ne sommes pas restés longtemps. Plus tard cette nuit-là, vers 23h30, j'ai reçu un message. Ma mère, encore. Tu détruis cette famille. Es-tu contente maintenant? Tu as retourné Julien contre nous. J'espère que ton amertume en valait la peine. Je n'ai pas répondu, mais Julien l'a fait. Il a répondu sur le fil de discussion de groupe dont elle n'avait pas réalisé que nous faisions toujours partie tous les deux. Il a dit, si jamais tu parles à nouveau à Chloé comme ça, tu te retrouveras coupé de nous de façon permanente, de la fiducie, des petits-enfants. C'était ta dernière chance d'agir comme un parent. Tu as échoué. Elle n'a pas répondu. Mon père non plus. Mais je savais ce qui allait suivre. L'argent, la fiducie, la vraie douleur. Parce qu'elle venait de perdre le contrôle.
Et cela signifiait que la vraie tempête était sur le point de frapper. Cela a commencé doucement, comme toujours avec eux. Avant les supplications, avant la honte. 3 jours après l'implosion de la fête d'anniversaire de Julien, je me suis réveillé avec un courriel de l'administrateur de la fiducie. Objet, signature de l'amendement de la fiducie terminé. Je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir. Je savais déjà ce que cela signifiait. Julien l'avait fait. Il était allé jusqu'au bout. Quand j'ai lu le contenu, tout était là, noir sur blanc. La fiducie avait été formellement divisée. J'étais désormais la seule gestionnaire de ma part, complètement séparée de mes parents. Leur accès aux actifs partagés était supprimé. Et au bas du document, une clause inattendue de plus, à compter de maintenant, les bénéficiaires Alain et Sylvie Moreau sont exclus des futures distributions à la discrétion du cofiduciaire. Julien ne m'avait pas seulement aidé à partir. Il les avait coupés. Pas un avertissement, pas un gel temporaire, une frontière légale finale. Je l'ai appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je n'ai rien dit tout de suite. Il a juste dit, ils seront à ta porte avant le coucher du soleil. Sois juste prête. Il avait raison. À 16h17, on a frappé à la porte. Pas de manière frénétique. Un coup, puis rien. J'ai regardé par le Judas. C'étaient mes parents. Debout là, comme des étrangers. Pas sur le porche, ne montant même pas les marches jusqu'à la porte, juste sur le trottoir comme s'ils n'étaient plus sûrs d'avoir leur place. J'ai ouvert la porte d'entrée mais je ne suis pas sorti. Ma mère a souri comme si nous jouions encore à un jeu. Elle a dit, on peut parler 1 minute? J'ai dit, à propos de quoi? Mon père a finalement parlé. C'est la famille. La famille ne règle pas les choses par l'intermédiaire d'avocats. Je lui ai dit que c'était drôle venant d'un homme qui utilisait les contrats et les hypothèques comme des armes. Ma mère s'est avancée un peu. Nous voulons juste trouver un moyen de revenir en arrière. Nous ne voulions pas que les choses aillent aussi loin. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, alors. Quand elle a dit à mon fils qu'il n'avait pas mérité de dessert. Quand elle s'est moquée de moi dans des courriels. Quand elle a utilisé l'anniversaire de mon frère pour mettre en scène une réinitialisation de son image publique. Elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé la voix et a dit, nous nous excuserons. Auprès de Léo. Auprès de toi. Nous sommes prêts à admettre que nous avons eu tort. J'ai attendu. Rien d'autre. Pas de véritables excuses. Pas de prise de responsabilité. Juste une offre d'en faire une. J'ai dit, nous n'avons plus besoin de ça. Vous êtes une leçon, pas un héritage. Et j'ai fermé la porte. Pas de cris, pas de menaces, juste la fin. Cette nuit-là, elle a envoyé un long courriel. 5 paragraphes de mélodrame. Elle a écrit sur le pardon, sur à quel point elle était blessée et sur le fait que la famille devrait rester soudée. Elle a prétendu que Julien était manipulé par moi. Elle a dit que nous voulions leur avenir. Puis, dans la dernière phrase, elle a écrit « Vous regretterez cela quand nous ne serons plus là ». Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à Julien. Il a répondu 10 minutes plus tard, à compter de maintenant. J'ai supprimé leur accès au fonds de prévoyance. Ils sont complètement sortis de la fiducie. La distribution finale sera effectuée d'ici le prochain trimestre. Et puis c'est fini. J'ai juste fixé ce message. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai ressenti quelque chose de plus lourd. Le point final. Ce n'était pas propre. Ce n'était pas triomphal. C'était juste réel. Quelques jours plus tard, Julien nous a invités. Juste lui, sa femme, les enfants et nous. Léo a aidé à faire des carrés au citron, son dessert préféré. Quand nous sommes arrivés, Julien était déjà en train d'installer le jardin avec des guirlandes lumineuses et des chaises de jardin. Ce n'était pas une célébration. C'était juste la paix. Pendant le dîner, les enfants se sont fait leur propre table avec des couvertures et des oreillers dans le salon. Pas de règles, pas de raideur, juste des rires et des miettes partout. À un moment donné, Julien a levé son verre et a dit doucement, à la paix choisie, même quand elle nous coûte du sang. Tout le monde a trinqué, même Léo avec son jus. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le jardin à écouter les enfants glousser dans le noir, attrapant des lucioles. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. 2 appels manqués de ma mère. Pas de message vocal.
C'était sa dernière tentative. Pas de mots, pas de vraies excuses, juste le silence et l'attente. Je n'ai pas rappelé, car pour la première fois, ce n'était pas nous qui attendions d'être aimés. C'était nous qui étions passés à autre chose. Et c'était ça, la vraie vengeance. Nous n'avions pas besoin d'eux. Plus maintenant. Les semaines qui ont suivi ont été d'un calme étrange. Plus de courriels, plus de messages vocaux, plus de visites surprises, juste le silence. Le genre de silence qui ne vient que lorsque les gens réalisent qu'ils ont vraiment perdu le contrôle. Je m'attendais à moitié à ce que ma mère tente une dernière manipulation, peut-être par l'intermédiaire d'un cousin éloigné ou d'un ami commun, mais rien n'est jamais venu. Léo n'a pas posé de questions à leur sujet, pas une seule fois. Il passait ses après-midi à m'aider à repeindre la chambre d'amis, riant quand il trempait accidentellement son coude dans le bac à peinture. Il parlait de l'école, du football, de la nouvelle série de livres que la fille de Julien lui avait fait découvrir. La vie continuait, simple et sans fardeau. Un soir, j'étais assise sur le porche avec une tasse de thé, à regarder Léo et les enfants de Julien dessiner des monstres à la craie sur l'allée. J'ai pensé à toute la place que mes parents occupaient dans mon esprit. Comment chaque décision, chaque moment était accompagné de la pression invisible de ce qu'ils penseraient, de ce qu'ils diraient. Et maintenant, pour la première fois, le calme n'était pas pesant. C'était la liberté. Peu importait qu'ils comprennent un jour ce qu'ils avaient perdu. Ce qui importait, c'est que j'avais cessé de leur demander de le faire.